avec Oz Édition. Je sais pas si vous avez vu passer l'info, les gens. Où on a Oz Édition, donc a priori, il y avait une campagne de précommande de Cheesy Chase qui n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Et donc du coup, non seulement ils stoppent la pré-prod du jeu, mais ils stoppent carrément leur activité d'éditeur. Et on en parlait, je sais plus quand. Enfin, moi, j'en ai parlé dans une interview la semaine dernière que j'ai faite. Mais je crois qu'on en a parlé déjà en début d'année ou je sais plus, en live en tout cas, sur le fait que le secteur, il y avait un gros ralentissement depuis le début de l'année. Au niveau des ventes, au niveau en tout cas des boutiques de jeux, qui accusent un gros... est-ce que c'est la période post-Covid? Est-ce que c'est... donc c'est-à-dire le côté... l'engouement qu'il y a eu avec les jeux de société s'est essoufflé? Est-ce que c'est l'actualité mondiale, notamment la guerre en Ukraine, tout ça, qui fait que les gens ont moins envie de jouer, moins la tête à ça? Il y a les élections aussi. Il y a plein de raisons qui convergent vers un ralentissement. Mais de ce que je sais, en tout cas de ce qu'on m'a expliqué, c'est que d'un côté, il y a un ralentissement chez les boutiques, donc qui eux sont au contact des gens qui achètent. Mais il ne faut pas oublier que les boutiques, ce sont les acheteurs, ce sont les clients des éditeurs et des distributeurs, quoi. Enfin, ce sont les clients des éditeurs via les distributeurs. Et donc d'un autre côté, il y a les éditeurs qui produisent, certains ont produit beaucoup, à cause des retards liés à la pandémie. Et donc, plutôt que de produire comme ça se faisait avant sur des petites quantités, certains y ont été un peu plus costauds, parce que les ventes étaient quand même sacrément élevées sur l'année dernière. On parle de chiffres d'affaires qui ont parfois fait du x2, quasiment, pour certaines boutiques. Donc forcément, ça a une répercussion sur tout le secteur. Donc, on a envoyé à l'imprimerie du stock, sauf que là, ralentissement, et toutes ces boîtes commencent à arriver, ces boîtes de jeux commencent à arriver en stockage et à ne plus se retrouver dans les rayons, sans compter la quantité en nombre de jeux différents qui sort, qui reste toujours énorme, en fait, pour le marché, qui n'a jamais été aussi énorme. Depuis là, ça fait plus d'un an maintenant que... En fait, depuis, c'est simple, facile à dater. C'est quand il y a eu la pandémie et que tous les éditeurs, les distributeurs ont communiqué ensemble. Rappelez-vous les gens pour dire « Oula, nous n'allons pas engorger les boutiques, nous allons faire attention. Mon cul c'est du poulet ». Ils ont tous balancé comme des porcs dès que ça a été possible à coup de 30 ou 60 jeux par semaine. Ceux qui disaient « Non, on va faire ça bien ». Non, on le sait, le secteur, ils sont pas là pour faire les choses bien. C'est un secteur marchand, donc qu'on le veuille ou non, les décisions qui sont prises, si elles peuvent être cohérentes avec de l'éthique ou de l'écologie, ça le fait, mais c'est surtout, il faut que ce soit cohérent avec le porte-monnaie, c'est logique. C'est les entreprises, elles sont là pour gagner de l'argent. Je dis pas pour s'enrichir, je dis pour gagner de l'argent, en tout cas pour continuer à vivre. Et là, je pense qu'on arrive à une période charnière, et je sais, car je me rappelle plus le nom des boutiques, mais je sais qu'il y a des boutiques qui ont déjà fermé en France, des boutiques de jeux, là où on était sur une activité qui était en pleine ouverture, que ce soit les bars à jeux, les boutiques, il en montait une quasiment tous les 15 jours. Là, ça va commencer à piquer. Et là, les éditeurs aussi, on a les premiers qui commencent à être ceux qui sont un peu fragiles, et qu'à partir du moment où ils vont avoir des ventes qui ne sont pas à la hauteur, des jeux qui n'arrivent pas comment on appelle ça, à faire une implantation en boutique. Je sais que les implantations ont drastiquement baissé. Donc l'implantation, c'est le nombre de boîtes que tu mets en boutique sur tout le réseau, quoi, que ton distributeur met en boutique. Et donc si tu as une grosse implantation, c'est ce qui se passe pour des gros succès. Typiquement des jeux dernièrement comme Chips, tout ça, Packet Chips, qui ont fait un peu le buzz, et où là ça se vend par Packet Chips, justement. Pour ceux qui font une petite implantation, si tu as fait 3000 boîtes et que la première semaine, quand ça sort, tu as réussi à en implanter que 100 boîtes, tu sens que c'est foutu pour toi, quoi.
Et là, j'ai l'impression qu'on va aller vers quelque chose comme ça de plus en plus, parce que moins de clients pour les boutiques, elles vont prendre moins de risques, peut-être acheter beaucoup moins de stock aussi. Je sais qu'il y a eu un effet hausse des prix en début d'année. C'est quand les éditeurs ont communiqué pour dire attention à telle date, nous allons augmenter les prix. Beaucoup de boutiques, celles qui avaient les capacités de le faire, ont fait du stockage, c'est-à-dire qu'elles ont fait des grosses commandes. Elles se sont dit, ok, moi dans l'année, je vends 250 boîtes de tel jeu, plutôt que d'acheter 25 fois 10 boîtes dans l'année, faire 25 commandes, je vais faire une seule commande à 250. Et certains, alors je peux le dire parce que je le sais, le Passe-Temps par exemple, a acheté des boîtes et a continué à vendre au prix hors augmentation, tant qu'ils n'avaient pas acheté de boîtes au prix augmenté. Donc eux, ils ont pas margé sur cette différence-là. Ils ont fait bénéficier le client. Mais je sais qu'il y a des boutiques qui ont fait l'inverse, c'est-à-dire qui ont acheté moins cher, et dès que les prix ont augmenté leur prix, et donc du coup, on grattait un peu là-dessus, se sont un peu sucrés sur le dos des clients. Chacun décidera si c'est correct ou pas. Moi, je trouve que ça fait partie du jeu des marchands, puisqu'ils sont là aussi pour gagner un peu de sous. Et donc, bon, ça me semble pas très grave. Mais vu qu'il y a de la concurrence et que tu peux aller acheter ailleurs, si tu choisis de payer plus cher, c'est un choix. Alain nous dit, l'implantation, c'est le premier achat des boutiques sur le premier mois. Voilà. Et donc voilà, j'ai l'impression que l'implantation, elle a été forte à un moment, et que là, elle est en train de se réduire, que ça redevient difficile d'avoir une bonne implantation, sauf jeu qui est déjà dans le buzz, qui a déjà une certaine notoriété. Enfin, en tout cas, c'est toujours triste de voir des gens qui avaient un projet et qui doivent arrêter. Donc là, Oz Édition, voilà, ils nous disent que ils vont continuer à vendre leurs jeux, ce qui reste, jusqu'à ce que leur stock soit épuisé. Et puis après c'est fini. Donc on a quand même un éditeur qui est là depuis 6 ans. C'est pas non plus un nouvel entrant. Et ça, je pense que tristement, l'année 2022, elle n'est pas finie. On sait, pour ceux qui regardent un peu les actus, on sait qu'on va vers une hausse monstrueuse. On a une vague qui nous arrive dans la gueule et qui je pense, va faire mal. On a la hausse du pétrole, le baril, je sais plus, il va atteindre des records aussi. Donc ça veut dire que les transports vont monter. Enfin bon, tous les indicateurs vont grimper, sachant que un jeu de société, on le sait, c'est un multiplicateur. Quand ça augmente à un endroit, c'est multiplié selon où ça augmente dans la création du jeu. C'est multiplié, ça peut aller jusqu'à x6, quoi. Alain nous dit c'était majoritairement safe les chiffres d'implantation. Maintenant, il y a des gros écarts entre moins de 500 et plus de 3000. Donc ouais, c'est quand même implantation juste EFR. Oui, parce que si tu implantes mondialement, forcément, tu as déjà une partie de ton stock qui est acheté. Il y a déjà, c'est une autre catégorie, quoi. Donc potentiellement, les plus fragiles, ça serait ceux qui ont des jeux pas forcément best-sellers et qui vendent qu'en France, qui n'ont pas de partenaire. Eux, typiquement, ils peuvent se faire les cheveux gris cette année, quoi. Hello le Grub. Cool. Ouais, période compliquée pour l'éditeur, pour le client aussi, pour les boutiques. Je pense que c'est compliqué pour tout le monde, même si j'ai toujours l'impression que les moins en danger, j'ai toujours l'impression que c'est les distributeurs. Parce que c'est le maillon, c'est quasiment le maillon obligé. Je sais pas, j'arrive plus à me rendre compte. Je sais qu'avant, je pensais que c'était les boutiques, c'est celles qui prennent le moins de risques, parce qu'en fait, leur risque, il est minimal, mais ok, il est multiplié par le nombre de boîtes qu'ils prennent, mais il est quand même minimal. C'est-à-dire, quand tu prends 12 boîtes d'un jeu et que tu arrives à en vendre que 11, le risque, tu l'as pris sur la boîte sur les 12 boîtes, et finalement, ce qui te coûte, c'est la boîte que tu n'as pas réussi à vendre, mais que tu feras quand même en solde, quoi.
Tu arrives quand même à liquider ton stock d'une manière ou d'une autre. Tu as peu de jeux qui restent vraiment à prendre la poussière, quoi. Le distributeur, voilà, comme dit Alain, il répartit son risque aussi, hein. Forcément, plus il a d'éditeurs sous sa coupelle, plus il distribue de jeux, et moins il prend de risques, sachant que en plus, il achète pas forcément tout, si je dis pas de bêtises. Il y a aussi puis il gagne de l'argent, en fait, sur ce qui n'est pas vendu, ça reste quand même dans ses entrepôts, et il le facture d'une manière ou d'une autre à ses éditeurs, donc ce qui ne se vend pas, finalement, je suis pas sûr qu'il soit autant perdant qu'un éditeur qui, lui, se retrouve avec 3000 boîtes sur les bras, et qui n'a pas de moyen de les écouler, quoi. Le Grume nous dit, le loisir reste le premier poste sacrifié, même KS est touché. Ouais, alors, ça n'empêche pas certains succès d'émerger. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, selon moi, les gros acheteurs, les gens qui vraiment avaient un gros budget achat de jeux, ont toujours un gros budget achat de jeux. Peut-être qu'il est plus autant qu'avant. Tu vois, si avant ils mettaient, j'ai une bêtise, 500 balles par mois, peut-être que maintenant ils y mettent que 400, mais ça reste quand même des gros acheteurs, en fait, des gros consommateurs. Donc je pense que eux, finalement, ils restent au même niveau. C'est juste que l'offre, elle est tellement monstrueuse que leur impact est plus dilué dans la masse, comparé à avant, quoi. À l'inverse, je pense que les petits acheteurs, en tout cas ce que j'appellerais les acheteurs occasionnels, qui est la majorité des gens, c'est-à-dire la majorité des gens n'achètent pas un ou deux jeux par mois, quoi. On est déjà dans le 1%. La majorité des gens achètent un ou deux jeux dans l'année. Peut-être plus s'ils ont une famille, des enfants, mais bon, la majorité des gens, c'est ça, quoi. Donc ce budget-là, déjà, sachant que les budgets, ces jeux-là achetés une ou deux fois dans l'année, c'est plutôt des jeux qui coûtent moins de 40. Donc on est sur des petits budgets, en fait. Donc je pense que l'impact, il va être surtout là, en fait, sur ces jeux-là. Alain nous dit entre 20 et 50% du premier print acheté par le distrib qui fait de l'achat ferme. Donc voilà, ouais. Même les petits acheteurs vont plutôt sacrifier des loisirs plus chers, ramener à l'année, vacances, etc. Oui, ben on le voit, hein, le cinéma commence à prendre une douille, parce que c'est un loisir quand même assez cher. Mais comme tout loisir cher, les gros succès qu'il y a dans l'année, c'est quand ça fait venir des gens qui ne vont pas au cinéma, qui ne sont pas consommateurs de cinéma, hein. Moi, je sais plus, j'avais un livre qui était sur le marketing du cinéma. Il faudrait que je le retrouve, qui était super intéressant et qui expliquait en fait les succès au cinéma et qui disait qu'en fait un succès au cinéma, c'est-à-dire les visiteurs, les trucs qui font des millions d'entrées, c'est des anomalies en fait. C'est pas la norme. La norme, c'est faire pas beaucoup d'entrées en fait. C'est toucher le public cinéma, qui est un public de niche, qui est un public très identifié, qu'on appelle aussi, c'est beaucoup CSP+, hein, pour certains, mais en tout cas, voilà, on a un public identifié, et quand ça cartonne, quand un film cartonne, c'est quand il a réussi à toucher cette partie-là des gens, quoi. Ces gens qui ne vont jamais au cinéma, ou qui y vont une fois ou deux dans l'année, quoi. Je pense que le jeu, c'est un peu pareil, il s'est mis à cartonner parce qu'il a touché ces gens qui ne sont pas consommateurs de jeux, en fait, qui ne sont pas à l'affût de toutes les actus, de toutes les sorties jeux, et même je pense qu'actuellement les gens qui se bouffent que de l'actualité en permanence, c'est quoi la nouveauté, vite, saint patron youtubeur, dis-moi quoi acheter parce que je ne sais pas comment dépenser toute ma caillasse. Je pense que même ces gens-là commencent à arriver à saturation parce qu'ils n'arrivent plus à swiper, les actus vont tellement vite que tu n'as plus le temps de créer l'envie. La communication, je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Ils ont l'impression qu'il faut exister, donc il faut communiquer en feu d'artifice. Moi, je crois pas. Je crois qu'au contraire, la surcom, et là, elle n'est pas individuelle, elle est collective. La surcommunication fait que si tu laisses pas le temps aux gens de se dire « Ouais, ça donne envie », ce que font dans les jeux vidéo, dans les films, hein, certains, c'est-à-dire à coup de trailer, bande-annonce, machin, on fait des annonces régulières,
mais qui vont avoir un impact majeur parce que, typiquement, moi j'ai regardé la conf de Square Enix l'autre soir, il y a 2 jours. Euh, on attendait, c'était pour les 25 ans de Final Fantasy VII. Évidemment qu'on attendait tous le remake 2, qui s'appellera Rebirth. Évidemment qu'on savait qu'ils allaient nous montrer ça, c'était obligé. Et voilà, et on n'aura peut-être plus aucune info pendant des mois, quoi. Et c'est ça qui fait que on est hypé, parce qu'on n'a pas d'autres infos, en fait. Si demain, j'ai 40 infos de jeu excitantes, ben, en fait, je ne saurais plus comment être excité, j'ai l'impression, quoi. Alain nous dit, dans toutes les crises passées, le jeu était assez peu impacté, mais ça risque de changer. Ouais, mais je pense que dans les crises passées, le jeu, c'était pas un loisir qui augmentait en tarif. Là, clairement, aujourd'hui, on est quand même sur des tarifs... Enfin, ça pique, hein. Ça pique en pot, comme dirait l'autre. Hein. Salut Fredo, hello. Carter nous dit je suis personnellement beaucoup plus sélectif qu'avant. J'attends que la hype redescende. Ouais, ouais. Ah, Alain nous dit qu'il saura m'exciter. Mais oui, oui. Je suis d'accord que... moi, j'ai même l'impression qu'il y a très peu de hype. J'ai très peu... je le dis, hein, même si je rejoue un petit peu ou quoi, j'ai pas le projet... là, je disais Boon Lake, c'est le jeu qui me fait reprendre du plaisir aux jeux de société, parce qu'il me correspond, c'est clairement ma cam, et je me dis, ouais, ça, c'est cool. Mais avant... j'ai voulu essayer plein de jeux. J'ai voulu jouer à Cathédrale Rouge. J'ai voulu jouer à... Qu'est-ce qu'on m'a fait jouer Ark Nova, etc. Qui avait une hype, qui avait beaucoup de commentaires positifs. Et moi qui n'ai pas joué pendant longtemps, revenir là-dessus et me dire... alors certes, c'est pas des mauvais jeux. Hein, je les ai trouvés intéressants et tout. Mais ils sont, pour moi, il y a plein de trucs qui vont pas dedans. Des petites choses qui font que c'est pas des grands jeux, quoi. Et je me dis... Si c'est ces jeux-là qui actuellement ont la hype, ça veut dire que très, très clairement, c'est qu'il n'y a pas autre chose en fait. Moi, je me dis toujours, si c'est tel film qui en ce moment est dans toutes les bouches, et que le film, je le considère pas comme un truc exceptionnel, c'est juste parce qu'il n'y a pas de truc exceptionnel à côté. Hein. Donc, et les jeux, c'est un peu pareil. Hein. On a les hypes qu'on mérite. Hein. D'ailleurs, Boon Lake, petite hype dessus. J'attendais les retours vu que j'adore les fisters. Dois-je craquer? Bah, si t'aimes les fisters, oui. C'est du fister. C'est clairement, on retrouve sa manière qu'il a de jouer avec les... C'est un jeu à tempo, donc il a toujours ce côté-là. On retrouve ce qu'on voyait dans comment ça s'appelle Maracaibo, dans Great Western, dans Mombasa. On a ce côté... jeu à tempo, quoi. Le Grum nous dit tout n'a pas à être exceptionnel pour être apprécié. Apprécié, ouais, mais tu vois, la différence avec de la hype, pour moi, quand tout le monde te sort, c'est le jeu du moment. Ah ouais, tu fais si c'est ça, le jeu du moment. moi, je suis plutôt d'avis me dire, c'est la réflexion que j'avais eue il y a quelques années sur la chaîne YouTube. Je m'étais dit, tiens, ça serait cool de faire des vidéos coup de cœur. De dire, ouais, ce jeu-là, c'est un coup de cœur, quoi. Et en fait, très vite, tu fais, ah ouais, mais quand tu joues à beaucoup de jeux, je dis pas quand on joue qu'un ou deux par mois, mais à l'époque, je jouais beaucoup, et toutes les nouveautés, tous les machins. En fait, sur 40 jeux que tu vas faire, ou 50 jeux que tu vas faire dans le mois, que multiplie plusieurs fois le même jeu, en partie ou quoi, eh ben, tu vas avoir plein de coups de cœur, c'est logique, quoi. En fait, parce que quand même, la qualité globale du secteur, elle est à minima correcte. Donc, pour moi, les jeux qui sortent actuellement, ils sont majoritairement fonctionnels. Donc, tu y prends plaisir si tu prends le jeu, évidemment, qui te correspond. Si t'aimes pas les jeux de hasard et que tu te prends un jeu de hasard, ça va pas fonctionner. Mais si tu te trompes pas sur tes goûts, tu vas forcément trouver X jeux mensuels qui correspondent à tes attentes. Et donc forcément, tu vas finir par dire « Ah oui, ça c'est mon coup de cœur, ça c'est mon coup de cœur. » Et au final, si tout est coup de cœur, rien n'est coup de cœur, quoi. Donc moi, je préfère
quand on sort X jeux par mois, dire hey, tout ça c'est génial, bah en fait non quoi. Tout n'est pas génial, tout faut garder une hiérarchisation quoi de la qualité ludique. Et oui, oui, il y a peut-être des jeux qui fonctionnent, qui sont bons, mais qui sont pas non plus, qui méritent pas autant d'attention que le jeu. Mais oui, je suis d'accord avec toi, le groupe. Un jeu qui, même si pas exceptionnel, qui sort du lot au milieu d'un océan de sortie, c'est du mérite aujourd'hui. Ouais, mais du coup, tu vois, c'est quand même. Pour moi, c'est plutôt, t'es en train. Tu sais, c'est un peu comme dire le jeu du moment, c'est le moins pire. C'est pas le meilleur, c'est le moins pire. Et tu vois, pour moi, c'est une distinction qui fait tout. Moi, je préfère qu'on me dise ça, c'est le meilleur jeu. Et là, je fais OK, je m'y intéresse et je dis OK, pourquoi c'est le meilleur jeu. Tu vois, les jeux qui gagnent des prix, pour moi, un prix, ça devrait être ça, quoi. Ça devrait dire pourquoi ce jeu-là, il faut s'y intéresser, quoi. Et là, bon, c'est pas tout ça, quoi. C'est le temps qui décide s'il rentre au panthéon ludique ou pas. Je suis pas d'accord, hein. Il y a des évidences. Il y en a, ok, qui font leur petit bonhomme de chemin et tu dis quelques années après, tiens, j'aurais pas donné j'aurais pas donné une piécette sur ce jeu, mais il s'est installé et tant mieux. Mais il y en a d'autres, tu fais ah bah oui, c'est une évidence quoi. Ça change le game, ça apporte de la fraîcheur, ça amène quelque chose. Faire un jeu fonctionnel mais que finalement t'as vu 1000 fois, bah ok, hein, c'est comme au cinéma, hein, bah voilà, hein, quand tu vas beaucoup au cinéma, ce qui est mon cas, bah ouais, t'as pas beaucoup de pépites, mais c'est toujours cool de se dire ça, ou comme les séries, quoi. Tu fais ça. Là, dernièrement, j'ai regardé Shining Girls. Ça, c'est de la bonne série, parce que elle apporte quelque chose, elle apporte une narration, il y a une écriture, il y a une interprétation qui est au sommet, il y a de la mise en scène. Quelques années avant, il y avait Dark sur Netflix, où pareil, là, tu fais, ah ouais, là, tu prends une baffe. Ça n'enlève rien aux qualités d'autres séries que peut avoir Casa de Papel, Squid Games ou quoi, qui fonctionnent sur le mode divertissement, mais qui en termes de fraîcheur, ou tu vois, ça fait pas des trucs, ça en fait des succès, certes, mais en termes d'analyse, de qualité, de tout ça, c'est pas des trucs qu'on retiendra dans 20 ans, quoi. Là où tu peux dire aujourd'hui, The Wire, 20 ans après, tu fais, ah ouais, c'est toujours une baffe, quoi. Ce truc, ça t'a marqué, tu vois. Moi, Squid Games, dans 6 mois, j'ai oublié jusqu'à ce qui se passe, quoi. Al Puccino, hello, qui ne dit pas accroché à Maracaibo et Great Western. Compliqué en explication pour pas grand chose, je trouve. Avec de très bonnes idées, mais manque de finition pour vraiment s'apprécier. C'est vrai qu'il y a. C'est du lourd, entre guillemets, quoi. C'est du lourd en termes d'accessibilité, il y a pas mal de règles. Mais, vu que du coup, tu t'adresses à un public beaucoup plus niche, et qui est habitué à ça, je pense que c'est ça qui va plaire, même si j'entends et je suis assez d'accord sur qu'on est dans une ère où on veut que les jeux, les règles soient épurées, que tout soit au plus simple, au plus immédiat. Moi j'ai remarqué ça, hein. La longueur maintenant ça ne va plus, il faut qu'on puisse sortir d'ailleurs on le voit, hein, les meilleures ventes de jeux, c'est du jeu immédiat. C'est du jeu que tu sors sur la table, quelques secondes après c'est expliqué. Mais ça, je pense, c'est dans l'air du temps. Ça, on le voit sur les vidéos, on le voit partout. Faut que tout soit rapide. T'as jamais eu autant de youtubeurs qui te font des vidéos. Le jeu en moins de 2 minutes, quoi. Tu fais, bah ouais, mais ça s'appelle une pub, en fait. Fais-toi payer par la marque. Donc ouais, mais bon. Pour les youtubeurs qui sortent des vidéos hebdo, c'est sûr, ils doivent se forcer à se trouver un coup de cœur par semaine. Ouais. Enfin là, tu vois, le truc, c'est... maintenant, t'as la panoplie, quoi. T'as le youtubeur boutique. Donc t'as, je sais pas combien de boutiques qui ont lancé leur chaîne et qui toutes les semaines font la même chose. Tu fais, mais quel est l'intérêt? Ok, t'as ta petite communauté, tu t'adresses à tes clients. Donc je pense que c'est bien, quoi. Mais en termes d'énergie ou de ce que t'apportes, bah... c'est pas... Enfin, tu vois, si t'as pas le passe-temps qui drop the mic régulièrement en disant « Hey, nous, on veut pas faire comme les autres,
on veut être leader là-dessus, bah heureusement quoi qu'ils sont là finalement. Parce que toutes les autres vidéos, franchement, si on t'enlève le nom de la boutique, tu les regardes, tu fais, bah ouais, c'est les mêmes en fait, ils travaillent au même endroit, non? Mais je suis d'accord que c'est compliqué parce que t'es obligé de trouver, comme tu disais, un coup de cœur par semaine, quoi. T'es obligé, du coup, dans le lot, quand t'as 60 jeux qui sortent, et que t'es obligé quand même de dire, ouais, il y en a quand même dans le lot un qui est bien. Mais pour moi, c'est pas sain sur la durée, quoi. Tu vois, c'est pas faire honneur au secteur, plutôt que de dire, bah non, cette semaine, il y a des trucs chouettes, mais sans plus, quoi. Donc, de toujours se dire, hey, cette semaine, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Ouais, mais bon. Enfin, à la fin de l'année, tu vois, il n'y a pas une sélection de 40 000 jeux sur l'année. Salutations, ma tante Jacques. Ouais, ça manque clairement de perspective. À chaque fois, c'est qu'on ne parle que de ce qu'on aime. Oui, oui. Bah pour moi, c'est ce qui fait la distinction entre ce que j'ai toujours, hein, les vrais passionnés et les. C'est pour moi, c'est l'angle. Hein. Tu fais le passionné, il va s'adresser aux passionnés et il va parler du secteur qui est sa passion, c'est le secteur du jeu et donc de tous les aspects. Ça, pour moi, j'identifie clairement un passionné à ça. Là où si tu t'adresses à des consommateurs, et pour moi, hein, majoritairement, la majorité des médias ludiques s'adressent à des consommateurs, ils font des conseils là-dessus. Bah, tu vois, c'est pas. On perd petit à petit l'aspect passionné, même si ce sont des passionnés en dehors de ce qu'ils produisent. Hein. Mais dans ce qu'ils offrent à voir, on reste quand même sur du conseil aux consommateurs. Hein. Regardez, cette semaine, il y a 70 sorties. Voici les quelques jeux qu'il faut vous intéresser. Et heureusement, parmi ces jeux, c'est les éditeurs qui nous ont envoyé les boîtes. Merci à eux. C'est eux qui payent. Merci à eux. Donc en fait, c'est que des relais de com, en réalité. Hein. Oui, mais on dit ce qu'on veut. Mon cul, c'est du poulet, parce que si tu dirais vraiment ce que tu veux, tu t'adapterais pas aux sorties d'éditeurs. Tu ferais des vidéos qui casseraient... qui s'adresserait aux gens et pas aux éditeurs, parce qu'en fait la plupart des vidéos ont ce genre-là, quoi. Al Pacino dit, c'est sûr, je pense que je finis par réaliser que j'ai beaucoup de gros jeux, mais ils sortent pas, même si c'est de très bons jeux, car reprendre les explications sont longues à reprendre à chaque fois. Tricarion, Trismegistus, etc., etc. Ouais, je pense que c'est des jeux à jouer avec les mêmes gens, comme ça t'as pas à expliquer. Alain nous dit, le GBL a d'ailleurs changé la dénomination coup de cœur en Zoom. Voilà, parce que ça pouvait pas être que des coups de cœur, quoi. Au moins Zoom, je trouve que c'est plus cohérent. On met le focus sur un produit qui nous semble intéressant. Mais une fois de plus, le GBL, c'est certes très certainement des passionnés, c'est des gens très compétents, mais ils s'adressent toujours à des consommateurs. On est quand même le Zoom, c'est pour dire aux consommateurs, hey, un peu comme on avait vu le label, je vais peut-être changer de truc, qu'on laisse pas les pauvres. Le label, d'Asmodée, qui est aussi ce qu'on avait vu la dernière fois, là, Unbox Now, qui est un label pour dire aux consommateurs, hey, regarde ce qui est intéressant. Mais comme l'As d'Or, qui est un label pour dire aux consommateurs, hey, parmi tout ce qui sort, on ne s'adresse plus qu'aux consommateurs. La production qui s'adresse aux passionnés en termes de passionnés, c'est-à-dire qui va vous parler d'actualité dans le vrai sens du mot, pas dans le sens qu'est-ce qui sort en boutique, puisque qu'est-ce qui sort en boutique, je vous le donne en mille, c'est pour les consommateurs, mais qui va nous dire, je sais pas, telle pratique a changé dans le secteur, qu'est-ce que ça va modifier, pourquoi il y a personne qui te dit, on a une impression d'une surproduction de roll and write. Je ne sais pas si c'est la réalité, c'est-à-dire mathématique, si sur tout le nombre de sorties, le nombre de roll and write est vraiment majoritaire, ou si c'est juste une impression parce que tous les 4 matins, Orléans roll and write, Splendor roll and write, ou j'en ne sais quoi, tous les matins, un auteur a pondu son roll and write. Hein. Si t'as pas fait un roll and write à 40 ans, t'as raté
ta vie. Mais tu vois, pourquoi on n'a pas ce genre d'analyse, en fait, un peu plus poussée, qui disent, bah ouais, la tendance du secteur, c'est les roll and write. Effectivement, il en sort sur 30% de la production, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi c'est une tendance? Est-ce que c'est une tendance parce que c'est facile à produire, parce que c'est facile à créer, ou peut-être pas du tout? Est-ce que c'est parce que c'est les gens qui jouent veulent ce genre de jeu, etc., etc. Enfin, pour moi, tu vois, il y a des analyses de fond qu'on pourra avoir qui pourraient être ultra passionnants, quoi. Cliquez, voilà. Je crois que j'ai mon disque dur qui se remplit. Le Grume nous dit: si j'avais le temps et les moyens, je ferais des vidéos à J+8 pour critiquer vraiment les jeux qui sont mis en avant par d'autres. Ouais. Moi, je dis toujours, par exemple, depuis le début de l'Udema à l'époque, donc maintenant, je fais plus de vidéos YouTube. Hein. Je sais que souvent, on me pose la question et on parle de ma chaîne. Comme j'ai dit, je ne suis plus vidéaste. La chaîne l'Udema, c'est qu'un... donc, si vous voyez cette vidéo actuellement sur l'Udema YouTube, c'est juste le live Twitch. Et je rebalance, voilà, sur YouTube. Je m'en sers que comme d'un réservoir à replay et de dire aux gens qui sont sur YouTube et qui pourraient être intéressés, venez en live parce qu'on peut discuter, c'est plus cool, mais je ne suis plus YouTubeur, et j'assume, j'ai toujours dit que je reprendrai pas ma chaîne, et c'est le cas. Enfin, en tout cas, pour moi, je fais cette distinction-là. Mais moi, ce que j'avais dit à l'époque de l'Udema, l'éditorial, non, je sais pas comment on dit, le truc éditorial, le contenu éditorial, en tout cas le choix éditorial, c'était de dire, bah moi je suis un passionné, donc je vais parler de tout et de rien, et si je joue à un jeu, j'en parle. C'est pas parce qu'on m'a envoyé une boîte que je vais en parler. D'ailleurs, bah, j'ai toujours refusé les boîtes, même si j'ai reçu un cadeau là tout à l'heure. Mais voilà, moi mon credo c'était, j'y joue, j'en parle, et si c'est génial, je vais dire que c'est génial. Si c'est de la bouse, je vais dire, bah, ça ne fonctionne pas, et pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que je considère que dans un jeu, il y a de la mécanique, il y a de la technique, et donc s'il y a de la mécanique et de la technique, on peut définir que c'est réussi ou raté, et il y a du ressenti, et il y a aussi un objectif qui est voulu par l'auteur, hein. Il y a une intention, donc pareil, est-ce qu'elle est atteinte ou ratée? Enfin voilà, pour moi, il y a plusieurs critères qui sont objectifs, et il y a des critères qui sont subjectifs, qui est... moi, joueur, puisque en tant que joueur, je suis un des points clés du jeu. C'est-à-dire que sans moi, il n'y a pas de jeu. Sans un joueur, il n'y a pas de jeu. Un jeu sans joueur n'existe pas. C'est juste une règle, un mode d'emploi. À l'inverse d'un film qui, sans spectateur, est toujours un film. Hein. Donc, moi, j'avais ce créneau-là de dire, bah voilà, moi j'y joue, j'en parle, et puis voilà, et puis des fois, j'ai dit des choses bien, des fois j'ai dit des choses mal. Comme toujours, hein, c'est que de la vie, c'est que de l'analyse personnelle, et on n'est pas... Enfin, tu vois, c'est pas parce que je dis des trucs que c'est vérité. Hein, moi, je dis un truc, mais on peut me contredire, j'ai souvent tort, parce que je ne sais pas tout, etc. Mais je trouve que ça manque... et ce qui est bien, tu vois, c'était de se dire, moi je joue, j'en parle. C'est-à-dire que je suis pas tributaire de... Ah oui, moi je ne parle que de ce qui sort en boutique. Tu vois, déjà, ça veut dire que ton monde ludique, il est très restreint, et une fois de plus, tu t'adresses qu'aux consommateurs. Sinon, tu peux parler d'un jeu qui n'est pas distribué, par exemple, ou qui est auto-distribué, qui est juste un projet. Tu peux parler d'un projet. On n'en est pas là, quoi. Et j'ai toujours regretté, et je pense pas que ça change, parce que bah, c'est comme ça, hein, parce que la plupart des passionnés sont aussi des consommateurs, sont même plus des consommateurs que des passionnés. Et donc, c'est plutôt toutes les semaines, et regardez ce qu'on a acheté, et on va vous en parler, ou regardez la boîte qu'on a reçue, et on va vous en parler. Mais il n'y a pas, tu vois, la recherche, la pépite. Moi, ce que je rêve, c'est de tomber sur la vidéo du mec qui fait « Hey, là, j'ai un jeu, personne n'en a entendu parler, c'est une tuerie. » Tu vois, le truc qui fait « Ah ouais, ok, toi, tu vas me parler d'un truc que je ne sais pas. » Là, en général, tu tombes sur une vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes dessus, tu fais OK. 5 minutes après, YouTube, il va te proposer exactement le même jeu parlé par un autre YouTuber qui va dire quasiment la même chose. Et dans ton accueil YouTube, tu vas te retrouver finalement avec des vidéos, des vidéastes qui parlent du même jeu. Et tu fais, mais en fait, il n'y a que ce jeu qui est... Tu vois, tu as une uniformisation quand même de la production qui est terrible, quoi.
Euh, Al Pacino nous dit ouais, ça serait l'idéal, une vidéo sur les jeux de la semaine d'avant. Ouais, ouais, ou sur d'autres jeux en fait. Tu vois, il n'y a pas. Il y a pas Moi, je me souviens, j'avais fait une vidéo sur. Merde, comment il s'appelait ce jeu? Enfin, c'était un Kickstarter. Ah, je me rappelle plus, je vais pas me retrouver le titre. J'avais fait la vidéo et j'ai sorti la vidéo, je crois que c'était 2 ou 3 jours après la fin de la campagne KS. Et je me souviens d'un commentaire de quelqu'un qui avait dit ouais, ça sert à rien, la campagne est finie, c'était avant qu'il fallait nous dire les trucs. Et, euh, et j'ai dit mais en fait le mec il me prend pour un vendeur de slip quoi. J'ai fait moi je suis pas là pour dire quoi acheter, quoi pledger, j'en ai rien à foutre. Moi je suis juste là pour dire et j'ai joué à ce jeu, voilà ce que j'en pense. Et c'est tout, tu vois, c'est un partage. Moi je suis vraiment dans moi ce qui m'intéresse quand les gens ils me racontent sur un jeu, j'ai pas envie qu'ils me le vendent le jeu. En fait, je m'en fous, j'irai pas l'acheter, ou si j'ai envie d'acheter un jeu, je sais comment me renseigner. Moi, j'ai envie qu'ils m'expliquent, par contre, ce qu'ils ont trouvé intéressant dans le jeu, ou au contraire, ce qui les a déçus dans le jeu. J'ai envie d'un partage, en fait. Et c'est marrant, tu vois, quand tu t'adresses, tu te cognes au consommateur qui a pas du tout les mêmes exigences, qui lui, il attend qu'une chose, c'est d'avoir sa petite liste de courses. Euh, et voilà, hein, de toute façon, les vidéos qui font le plus de vues, c'est soit des top 10, donc des listes, soit les sorties de la semaine, donc des listes. Et puis voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Alors, c'est pas grave. Moi, ce que je trouve toujours grave, c'est qu'il n'y ait pas autre chose. Comme je dis toujours, on critique ce qui est visible, mais on veut pas que ça s'en aille, quoi. C'est très bien, ça a sa place, ça parle à des gens, donc ça répond à un besoin. Mais ce qui est toujours dommage, c'est qu'il n'y ait pas le reste, en fait. C'est ça qui est dommage, en fait. C'est que des gens comme moi qui pourraient être intéressés par autre chose, et c'est pas moi qui vais le faire parce que j'ai pas la santé pour, j'ai pas l'envie. Et puis je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour que je puisse dire ah ce qu'il fait c'est pas bien. Ouais pour le coup Twitch c'est pas mon truc dit le Grub. Ouais bah oui je comprends hein, c'est une autre manière de réfléchir. De toute façon on le voit hein, que les habitudes des gens qui sont sur Twitch et qui sont déjà habitués à Twitch euh, c'est pas les mêmes que ceux qui suivaient sur YouTube ou quoi. Nous, on en parlait, c'est hier soir, je crois, en live, on en a parlé pendant la partie, avec les abonnements, etc. sur Twitch. Oui, oui, bah oui, c'est une autre manière de consommer, c'est une autre manière. D'un côté, tu vois, sur YouTube, t'as un côté gratuit, où t'es pas... on t'incite à aller faire un Tipeee, faire un don, faire un machin, lien affilié, mais voilà, quoi. Mais le pourcentage de gens qui réellement vont amener, enfin, vont te rémunérer, te récompenser, il est très faible. Là où Twitch a plutôt la culture qui est américaine, hein, qui est du type, donc de donner un pourboire, etc. Et donc les abonnements payants, les machins. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde va sur Twitch. Il y a un côté plus immédiat, c'est-à-dire tu fais un live, tu as besoin d'un peu de préparation, tu vois, moi je prépare un peu des onglets et tout, mais en termes de boulot, c'est clairement pas la même masse de boulot que si je devais faire une vidéo YouTube où je devrais non seulement préparer ce que j'ai à dire, préparer les documents que je vais insérer à l'écran, faire du montage, faire tout ça, le mettre sur YouTube, la miniature, le truc. Euh, Là, très clairement, moi j'ai fait une seule photo et elle me sert à faire toutes mes miniatures. Et les miniatures, j'y passe 15 secondes actuellement. Parce que comme j'ai dit, hein, je considère plus YouTube, je suis plus YouTubeur, c'est pas mon métier. C'est pas mon métier streamer non plus, hein, on le voit. Mais c'est plus mon petit délire, quoi. Euh, le jeu que personne ne connaît qui est excellent, c'est Team 3. Ça me dit quelque chose, ça. Al Pacino nous dit même les grands auteurs, exemple les Bruno, ne font plus de grands jeux. Et c'est bien dommage. Peut-être le monde du jeu ne correspond plus à ce que savent faire et dans le bon timing. Ouais, ouais, je sais pas. Après, je pense qu'il y a surtout... tu vois, est-ce qu'un auteur est obligé de faire un grand jeu à chaque fois? Ils en ont fait et ils en feront. C'est juste qu'ils ont une production monstrueuse. Et je pense que ça s'explique par plein de facteurs. Déjà, le facteur facilité d'aborder un éditeur. Euh, citer citer comment dire, citer Bruno Catala, Théo Rivière, ou quelqu'un qui a cartonné, je pense que
Benoît Turpin ou quoi, bah tu vois, c'est des gens qui, s'ils ont un proto ou quoi, non seulement ils ont l'expérience c'est-à-dire que le proto qu'ils vont fournir, il est déjà super bien avancé, super carré, mais en plus, ils ont les accès, quoi. Et donc forcément, entre un proto super travaillé, avec des auteurs qui savent que tu as l'habitude de travailler avec eux, donc tu as un côté humain qui est déjà là, qui savent aussi, qui savent bosser, donc tu sais que tu vas avancer sur ton projet, etc. Et quelqu'un qui a peut-être une super idée, mais qui est pas mise en forme, le gars est un peu nouveau sur le truc, c'est déjà un peu plus compliqué. D'ailleurs, ce qui s'explique sur la masse de projets qui sort, on retrouve quand même certains auteurs, ils ont 5-6 jeux en moyenne. On sent qu'il y a aussi beaucoup de co-autorat qui se développent, très certainement parce que il y a des groupes d'auteurs qui travaillent ensemble, qui multiplient les projets. Donc je pense qu'il y a un côté comme ça qui fait aussi, qui pour moi explique le fait que sur la masse, forcément tu vas avoir moins peut-être de pépites, mais tu as quand même des pépites. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vont quand même sortir des trucs majeurs qui vont changer le game, qui vont bousculer les habitudes, et parfois qui passent inaperçus. Tu vois, si on prend... on parlait de Roll and Write, là, t'en as quasiment tous les 4 matins. Le dernier, par exemple, qui faisait un peu son buzz, Captain Soir, j'y ai joué à Cannes. Certes, pour moi, il est correct. Il fait son taf de Roll and Write. Mais le côté qui est axé sur la communication, sur l'affrontement, moi, j'ai trouvé que justement, il y avait un problème là-dessus. Que c'était pas à la hauteur de ce qu'on nous annonçait, dans le sens où quand tu fais un affrontement et que tu tapes sur quelqu'un, en fait, tu as une mécanique qui fait que tu peux plus taper sur cette personne pendant un certain temps. Je comprends l'idée, c'est-à-dire c'est pour éviter qu'on s'acharne sur le même gars et que ça amoindrisse comment dire, l'aspect ludique du jeu, parce que si tout le monde s'acharne sur ta gueule, c'est pas marrant. Surtout si ça devient la tradition et qu'à chaque partie c'est la même chose. Mais du coup, ça casse la dynamique de dire je peux taper sur qui je veux et je peux me friter la tronche en fait. Et tu te retrouves finalement à cause de ces effets de lui je peux pas l'attaquer ce tour-ci, lui je peux pas l'attaquer ce tour-là, lui il est protégé, bon bah je peux attaquer que machin. Mais c'est pas ce que j'ai envie en fait. Que j'ai envie d'avoir le choix, j'ai envie de pouvoir, et je pense que naturellement les bons joueurs, quand je dis bons joueurs, c'est pas en termes de capacité, c'est en termes de savoir jouer, de savoir être autour d'une table de jeu, puisque ça fait partie, pour moi. Il y a des gens avec qui j'ai pas envie de jouer parce qu'ils n'ont pas la même vision de ce qu'est être une partie de jeu. Je pense que naturellement, tu t'acharnerais pas sur quelqu'un parce que c'est pas amusant en fait. Si t'es avec ce genre de joueurs autour de toi, n'achète pas ce jeu en fait. C'est juste ça, c'est que t'es pas avec les bons joueurs, quoi, les bonnes personnes. Donc pour moi, cette sécurité qu'il a mis, que je comprends tout à fait et qui s'explique qu'il y a de bonnes raisons, je pense que c'est pour moi le point faible du jeu en fait. Si tu dis c'est un jeu dans lequel tu peux te foutre sur la gueule, il faut que tu puisses te foutre sur la gueule comme tu veux. Et il faut vraiment que ce soit que ça tape quoi. Parce que t'es là pour ça en fait. Si tu prends ce jeu-là, c'est pour ça. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Et donc, quand on parlait de Roll and Write, tu vois, ce jeu-là, pour moi, c'est un Roll and Write de plus. Il a une promesse qui est on va faire de l'affrontement, de l'interaction, ce qui est vrai, qui est un peu le point faible des Roll and Write. Toujours est-il que, pour moi, la promesse, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on m'a vendu. Mais le jeu fonctionne. Tu vas jusqu'au bout, c'est cool, etc., quoi. Mais c'est quand même OK. C'est un Roll and Write de plus. C'est pas la promesse. Et tu vois, si tu prends Benoît Turpin et Alexis Allard, quand ils font Welcome to the Moon, et c'est pas parce que c'est des gens que je connais que j'apprécie, Welcome to the Moon, alors j'ai pas fait toute la campagne, mais des retours qu'on m'a dit, moi j'ai fait 2 ou 3, les trois premières tableaux, tu fais, voilà, les mecs ils te disent, ok, on a poussé le Roll and Write au bout, on a tout exploité, il n'y a plus rien à faire. On a tout bouffé. Tu vois, et ça, je pense que ce jeu, certes, commercialement, je pense qu'il fonctionne bien, mais en termes d'analyse, je pense que les gens, un peu comme le premier Welcome, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point le truc, c'est un game changer, quoi. Il apporte un... Tu vois, il est pas là, c'est pas un truc en plus.
comme d'autres. La promesse, on te ment pas, il y a la promesse. Alors certes, en termes d'envie, de à quoi te correspond. Oula, merci Fredo, merci à toi. En termes de promesses, on te ment pas, tu as ça. Mais certes, en tant que joueur, tu auras peut-être des affinités plus ou moins fortes avec telle ou telle carte. Et ça, en fait, c'est normal. Mais tu vois, ça, pour moi, c'est pas un défaut du jeu. C'est le jeu qui te propose ça. Il te propose plusieurs alternatives. Et oui, il y en aura forcément une qui sera en dessous des autres pour toi. Ce sera pas la même pour tout le monde. C'est ce qui montre que c'est un jeu bon. Et toi, et je pense que ces analyses-là, pour dire, ok, pourquoi ce jeu il sort du lot? Moi, quand on me dit Cathédrale Rouge, c'est génial, ok, et je confirme, c'est cool. Le jeu fonctionne très bien et tout, mais la fin de partie, pour compter les points, c'était une tannée, et ça ne devrait pas l'être, en fait. Donc pour moi, c'est déjà, non, en fait, c'est pas le jeu génial, c'est le jeu cool, mais qui a un défaut, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que tu dis? Le groupe nous dit on va pas épiloguer car c'était déjà le sujet quand tu as fermé. C'est le contenu qui fait l'intérêt, pas la forme. Mais moi, je ne crois pas. Je crois que je crois que la forme compte beaucoup parce que le public est éduqué. Parce que si la forme ne comptait pas beaucoup, je pense qu'on te ferait pas des remarques dès que ton micro a un petit grésillement, un truc. Moi, je fais toujours le parallèle où j'avais regardé une vidéo, tu sais, sur les youtubeurs japonais, le YouTube japonais, et où le gars expliquait, je crois que c'est Louis San qui expliquait ça, et il disait qu'au Japon, les chaînes les plus vues, donc qui sont au niveau des Squeezie, des McFly Carlito, et même au-dessus en termes de nombre d'abonnés, les youtubeurs les plus vus là-bas, ils sont même parfois sans micro, c'est-à-dire qu'ils ont le micro de la webcam. Voilà, le son est dégueulasse, et pour eux, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le divertissement, c'est ce qu'il y a dedans, c'est le contenu. Nous, on est des gens exigeants. On veut une belle image, on veut un bon son, il faut que le montage soit chill, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça. Sinon, pouce négatif. On n'en est pas où le fond supplante tout le reste. Parce que si le son est pas bon, les gens vont pas rester plus de 5 secondes. S'il y a un truc qui va pas, les gens vont zapper. On parlait des jeux tout à l'heure qui doivent se jouer vite. On est dans ce monde de l'immédiateté. Si je ne suis pas intéressé tout de suite, je me barre. Je me barre parce que j'ai 10 000 autres choix, quoi. Et c'est pour ça que je suis toujours étonné de voir des gens qui vont faire 600, 1000 vues, où ils t'expliquent un jeu, tu vois que des mains qui bougent, c'est un plan fixe pendant... et tu fais, ah ouais... Après, bon, j'imagine que s'ils font pas autrement, c'est qu'ils n'ont pas les moyens, et ça je le conçois aussi, que on n'est pas tous à la même enseigne, et donc forcément ça amène des différences à prendre en compte, quoi. Mais quand même, faire différent, je pense que c'est faisable toujours, quoi. Alpicino, est-ce que les auteurs ou éditeurs de sortir des petits jeux vus et revus, mais qui leur permettent de rester présents sur le marché? J'ai vu un jeu de Yellow qui vient de sortir, Oulahou, eh bien c'est pas terrible. Il n'y a pas eu de com, mais il est quand même là sur les étals. Ouais. Bon déjà s'il n'y a pas de com, c'est un indice. Hein. Trop de com et pas de com, c'est un indice. J'ai remarqué ça. Oui. Alors ça dépend parce que est-ce que c'est un jeu Yellow ou est-ce que c'est une localisation? Parfois, quand tu fais de la localisation, tu te chopes des contrats du style, ou quand tu distribues, tu te chopes des contrats qui disent tu as accès à ce jeu-là qui est une pépite, mais du coup, prends-moi les 4 autres jeux pourris derrière, quoi. Tu vois, t'as un peu ça, un peu comme quand Netflix il se récupère un catalogue où tu chopes la meilleure série, machin, mais t'es obligé de te diffuser quand même les 3-4 séries dégueulasses parce que ça fait partie du deal, quoi, du catalogue. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment sortir un jeu pour sortir un jeu? Je pense qu'il y a un peu de ça, hein, franchement, quand tu vois des jeux qui arrivent en boutique, tu fais mais what pourquoi ça arrive là? Je pense que c'est tout bêtement ce que j'ai expliqué la dernière fois, c'est pour faire du volume, hein, tout simplement. Hein. Si tu arrives à écouler ton stock, je sais pas, tu fais une production à 2000 boîtes ou 3000 boîtes et tu les écoules en quelques mois, bah t'as pas perdu d'argent, t'en as peut-être même gagné un peu et ça te fait du volume. Bon bah voilà, hein, je pense qu'il y a un peu de calcul comme ça.
À voir, quoi. Mais ouais, là, je sais pas, ou là où, j'ai pas... j'ai pas. Là, pour l'instant, j'ai Escape Tales avec Pixie Game, et si on finit, qu'on trouve qu'il y a des bugs, ça va gueuler. Tiens, on parlait de chiffre de vente. Euh, J'aime bien ça aussi. J'aime bien les chiffres de vente. Là, il y a Pokémon Company qui a sorti, qui a mis à jour son site avec les ventes. Et donc, on laisse de côté les jeux qui sont les jeux vidéo, hein. Mais c'est surtout les cartes Pokémon, donc qui enrichissent maintenant l'Arabie Saoudite. On l'a vu si vous suivez les vidéos, puisque c'est distribué par Asmo. Là, quand même, ils ont produit, donc l'année dernière, donc à mars 2022, 43 milliards de cartes produites, plus 9,2 milliards sur un an. Sachant que l'année d'avant, à date, ils étaient à plus 3 milliards ou déjà plus 3 ou 4 milliards, quoi. Donc ça fait 3 ans qu'il y a un boom monstrueux sur les cartes Pokémon. C'est hallucinant. Enfin, moi j'aime quand tu as des chiffres parce que ça te donne un peu, des idées. Parce que quand tu sais que, on le sait, hein, que les cartes Pokémon, c'est une licence forte et que c'est gros chiffre d'affaires en France. D'ailleurs, dans l'interview qu'on a lue la dernière fois de la patronne d'Asmodée France, c'est revenu, hein, que c'est, je sais plus si c'est pas 50% de leur chiffre d'affaires ou un truc comme ça. Donc Pokémon, tu vois, c'est monstrueux. Mais là, tu sais, de voir le nombre de cartes produites, alors là, c'est monde, hein, c'est pas France, mais 9 milliards, plus 9 milliards de cartes sur un an, quoi. Mais what the fuck, 9 milliards de cartes, c'est énorme. Donc j'ai vu passer ces chiffres, et j'ai dit, mais what? Tu vois, c'est un jeu de quiz. Je sais pas s'il y aurait ça dans le jeu. C'est quoi, 100 à l'heure, là, de... Il y a le nombre de cartes Pokémon vendues, tu vois. Tellement tu dois te retrouver loin, quoi. Alpuccino dit, on en parle du jeu du doigt. Ils se sont mis à deux pour faire ce jeu. Parfois, je trouve que le monde du jeu va trop loin pour faire du chiffre facile. On en parle du jeu du doigt. Est-ce que c'est un jeu, déjà? J'y ai joué à Cannes avec Simon, avec expliqué par Sylvain. Je sais plus qui y avait. Il y avait aussi une maman avec son petit garçon. Je pense que le jeu du doigt, c'est typiquement un jeu où l'ingrédient principal du jeu n'est pas dans la boîte. Il est autour de la table, c'est le joueur. Je pense que c'est un jeu qui fonctionne très bien si tu as des joueurs qui jouent le jeu, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont mettre de l'intention, qu'ils vont mettre de l'ambiance. Et je pense que ces gens-là, ils vont s'éclater. Pour d'autres, moi, très clairement, je n'ai pas compris l'intérêt du jeu. Vraiment, c'est pas... c'est non seulement, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas compris. J'ai pas compris le jeu. J'ai dit, ok, je pose mon doigt, j'enlève mon doigt. Et à quel moment il se passe un truc, tu vois, à quel moment je vibre ou quoi, je ne sais pas. Fredo nous dit, oui, le jeu de cartes Pokémon revient en force. En fait, il revient pas en force d'après les chiffres. Il est déjà en force depuis toujours. Il y a un regain d'intérêt depuis 2 ans ou 3 ans, et qui ne fait qu'exploser, notamment en France, grâce aux youtubeurs, hein, je pense, en partie. Il y a notamment les vidéos qu'a fait, par exemple, Michou. Enfin voilà, quand ils ont fait une vidéo où ils ont les gants blancs, le mec avait acheté un set, une boîte de cartes Pokémon non ouvertes de je sais plus quelle génération à 15 000 €, et qu'il l'ouvre en live et il fait un record du monde de chiffres, de cartes qui ont des valeurs de fou. Mais c'est aux États-Unis aussi. Je sais plus quel gros youtubeur avait mis la carte la plus chère qui vaut 100 000 $ ou je sais plus quoi, 700 000 $. Et je pense qu'il y a ça, en fait, c'est qu'il y a un côté jeu qui fonctionne, mais il y a aussi un côté spéculation. Je pense que là, c'est les scalpers qui se sont vraiment mis sur le dos, un peu comme ils ont fait avec la PS5, avec tout ça. Donc les scalpers, ce sont les groupes de gens qui achètent au plus rapide pour, pas assainir, mais assécher le marché, et pour être les seuls détenteurs du produit afin de les revendre beaucoup plus cher. Sachant qu'en plus, dans les cartes Pokémon, les prix s'envolent de plus en plus. Et il n'y a pas longtemps, il y a, si vous suivez un peu YouTube, notamment donc la team Crouton, donc autour de Michou, tout ça, c'est Valouz, si je dis pas de bêtises. Valouz a montré ses cartes. En fait, il a une collection de cartes Pokémon, dont une majorité, les plus grosses cartes, sont stockées à la banque. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais accès, il ne les regarde jamais. C'est de la valeur. Et là, en fait, il devait, pour X raisons, je
me rappelle plus son explication, faire un changement, je sais plus quoi. Du coup, il s'est retrouvé à pouvoir filmer ses cartes. Donc, il nous a montré sa collection, qui n'était pas complète à ce moment-là. Et il disait, en fait, il expliquait que lui, ça fait maintenant quelques années où son argent, là où dans le passé, tu vois, le truc classique, c'était d'acheter des logements, d'acheter de l'immobilier, tu vois, quand tu voulais investir ton argent. Pour les gamers, la nouvelle génération, en fait, t'en as beaucoup qui se sont mis à investir dans les cartes Pokémon. Parce que la valeur est exponentielle quand tu arrives à avoir des cartes PA9 ou PA10, qui sont les cartes en conservation optimale. En fait, tes cartes, elles sont numérotées en fonction de si elles sont abîmées, pas abîmées. Même dans la production, hein, c'est-à-dire que si tu as une carte qui a été un peu mal produite parce que baveux machin truc, ça baisse sa qualité. Et en gros, quand tu es PA10, enfin le niveau max, c'est-à-dire que les mecs, c'est pas juste tu regardes la carte, tu fais ah ouais elle est nickel. C'est les mecs ils y vont, tu vois, au truc de comment on appelle ça là, au microscope pour les pierres précieuses. Et ils regardent dans les micro-gravures, les machins, si la carte elle est nickel quoi. Donc voilà, donc tu as un investissement et je pense que c'est tout s'accumuler, c'est-à-dire que tous ces youtubeurs qui ont des communautés de plusieurs millions d'abonnés, ça a donné envie en fait, tu vois, de toujours jouer aux cartes Pokémon. Il y a aussi le côté transgénérationnel, c'est-à-dire que les cartes Pokémon ça a 20 ans maintenant, 20 ou 25 ans, je sais plus, et donc ceux qui y ont joué en tant qu'enfants, qui s'y sont amusés, maintenant ils sont parents, donc ils y jouent avec leurs enfants, donc ça continue à perdurer. Tu vois, l'écosystème Pokémon continue à perdurer, surtout que Pokémon Company, même la licence Pokémon est une des licences les plus les plus fortes au monde. Je pense que c'est maintenant très certainement même une des licences les plus connues au monde. Je pense que même si tu n'as jamais joué à un Pokémon de ta vie, tu sais ce qu'est Pokémon, tu es capable de nommer certains Pokémon, même si tu n'as jamais regardé un dessin animé, ni rien, quoi. Donc c'est carte la plus forte, quoi. Et donc tout ça, je pense que là, les influenceurs, ils ont influencé d'un côté ça, et je pense que les scalpers, les gens qui mettent de l'argent dedans, c'est-à-dire qu'ils achètent des cartes à 1500 balles pour les mettre en banque, en espérant que ça devienne des cartes à 15 000 balles dans 5 ans, ça a fait que ce marché est en pleine explosion, et je crois, de mémoire, je crois qu'en 2021, c'était plus 3 ou 4 milliards de cartes sur un an, de cartes produites. Enfin voilà quoi. Moi je trouve ces chiffres sont absolument vertigineux. Carte Pokémon ne connaît pas la crise. Hein. Tant qu'on était dans les trucs un peu... la dernière fois on a parlé de l'Arabie Saoudite qui s'invitait au capital d'Embrasseur. L'autre grand géant, donc Embrasseur, qui possède des tas de trucs de jeux vidéo, mais surtout qui possède un des leaders mondial du jeu de société avec Asmodée. On a l'autre penchant qui est donc Lagardère avec Hachette notamment. Donc il possède, il possède Gigamic, BlackRock, Studio H, je sais plus quel autre studio de... C'est pas Funny Fox, je sais plus, un autre studio de jeux de société. Donc là, pareil, hein, ça bouge dans ces grands groupes. Hein, ce que je dis toujours, hein. Moi je me souviens à l'époque quand il y a les rachats, tout le monde te dit oh là, arrêtez de crier au loup, tout va bien se passer. Ces gens-là, ils achètent pas pour casser. Mon cul, c'est du poulet. Et on le voit, ça secoue parce que Vivendi, donc Bolloré, qui est pas connu pour être un gars tendre et pour bien traiter les entreprises qui le récupèrent, hein, CF, Canal+, on se souvient. Il n'est pas connu non plus pour être quelqu'un avec beaucoup d'autodérision. CF, Canal+, on se souvient. Il est connu aussi pour avoir fait émerger un buzz. Alors là, pour le coup, c'est un vrai buzz. C'est-à-dire dans le sens, un truc qui explose et qui disparaît aussi vite que ça a explosé. En la personne de Zemmour, hein, qui se souvient de cette personne-là. Alors que il y a 6 mois en arrière, on te vendait comme le nouveau gagnant à l'élection. Le gars on parlait que de lui. Les médias se sont paluchés en boucle. Le mec n'existe plus, mais enfin il existe un peu médiatiquement parce que voilà, ça fait toujours un peu de clic, un peu de buzz, mais politiquement le gars a fait pchit.
Donc voilà, c'est Lagardère. Donc Lagardère, non, c'est Lagardère, c'est Vivendi avec Bolloré, pardon. Donc Bolloré, ça y est, il a fait une OPA sur Lagardère, et donc il détient maintenant 57% des actions de la société propriétaire d'Hachette. Donc Europe 1, les boutiques relais, etc., etc. Donc il doit encore obtenir l'aval de la Commission européenne, voilà, pour valider tout ça, parce que ça fait quand même des monstres. Mais voilà, on est quand même sur quelqu'un qui a pris possession de force une entreprise, qui est là pour la détrousser, c'est évident. Enfin, moi, comme il a fait pour Canal, hein, il a cassé. Alors moi, je sais plus. Il faudrait que je retrouve les articles. J'avais lu un article d'un journaliste qui expliquait quel était l'intérêt économique et financier de casser le jouet Canal+, et de faire grossir des chaînes comme C8 et CNews. Enfin voilà, il y avait un truc où tu dis, ouais, en fait, il a Canal+, le but c'est de se faire du blé, en fait. Et le mec, non, il est allé là-dedans et a tout pété. Pour des bonnes raisons. Je me rappelle plus quels sont les leviers qui fait que, en faisant ça, tu gagnes en valeur, machin. Enfin bon, de toute façon, le mec est pas un philanthrope. Hein. Et moi, la question que je me pose, c'est... Pour l'instant, on sait que voilà, Hachette et Editis, enfin voilà, il y a des gens qui démissionnent, ça secoue le monde du livre. Il y a quelque chose quand même qui n'est pas anodin, et Hachette, donc, qui est secoué, c'est les propriétaires donc d'une grosse branche en France du jeu de société, notamment d'un distributeur majeur qui est BlackRock. Moi, j'avais dit déjà à l'époque que ça allait bouger. Je reste toujours persuadé, peut-être j'aurai tort, et j'espère que j'aurai tort, mais moi je pense que ça va bouger, je pense que ça va taper. Tant que les jeux de société vont rapporter du blé, je pense que le gars il va pas trop y toucher. Par contre, dès que ça va rapporter un peu moins, il va tout tronçonner et tout revendre comme il a fait ailleurs pour se faire un max de blé, quoi. Donc voilà, les deux mastodontes qui sont donc dans des niveaux stratosphériques en termes de chiffre d'affaires, en termes de marché, de grands groupes auxquels ils appartiennent, il se passe des choses, quoi. Alors moi, je suis pas un spécialiste de tout ça, j'essaye de lire, j'essaye de comprendre ce que disent les journalistes, mais ça reste quand même du jargon, ça reste quand même de la finance. Et ça, tu vois, ça fait partie des trucs, je rêve du youtubeur qui s'y connaît en finance, dont c'est le métier, tu vois, et qui peut t'apporter, qui peut dire, ok, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, ce qui se passe. Tu vois, qui connaît un peu, comment il s'appelle, Bolloré, et qui dit, voilà, Bolloré, à chaque fois qu'il a repris une entreprise, tac, 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 voilà les étapes et ce qui s'est passé, parce que je suis sûr qu'on peut y retrouver un modus operandi, et donc qu'avec ce modus operandi, on peut très bien se projeter et voir ce qui va se passer pour le jeu de société, pour les groupes qui appartiennent à ces gens-là. En tout cas, toujours est-il que si la dernière fois on se disait que ouais, quand tu achètes à Asmo, finalement tu finances un peu l'Arabie Saoudite, et est-ce que tu es d'accord avec ça? Là, c'est la même chose, en fait. Tu finances aussi des grands groupes comme Vivendi, Lagardère, qui vendent des armes, qui ont des comportements dans notre société à l'étranger qui ne sont pas non plus, qui pourraient nous faire rougir. Est-ce qu'on continuerait à acheter des jeux BlackRock? Enfin, tu vois, à quel moment tu places ton curseur éthique, en fait? Parce que tu vois, tu as toujours les gens, je reprends toujours cet exemple, mais pour moi, il est assez marquant. T'as toujours les gens qui vont tout de suite te pisser dessus si tu parles d'Amazon, tu vois, qui vont dire ah, Amazon, le méchant. Mais si vous êtes anti-Amazon mais que vous me regardez sur Twitch, revoyez vos priorités. mais tu vois, on pointe du doigt toujours un grand méchant, mais on pointe pas les autres, quoi. Mais pourtant, enfin pour moi, Vivendi, Lagardère, Bolloré plutôt, Lagardère, tout ça, c'est pas des gentils, quoi. C'est pas des gens, et pourtant on les finance autant, quoi. Donc ouais, ça me pose toujours question de me dire comment tous ces enjeux, mais comme ils sont jamais abordés dans le monde du jeu de société, tu vois, dans les médias ludiques, tu verras jamais, tu vois, à Trick Track, ils vont pas te parler de ça, quoi. Trick Track, ils vont pas faire une news pour dire, hey, notre boîte, la boîte qui possède
qui nous emploie, a été racheté, a été investi par l'Arabie Saoudite. Voilà, on va vous en parler, on va vous expliquer. Tu vois, tu verras jamais ça, quoi. Et d'ailleurs, tu verras nulle part. Hein. Peut-être ici, mais moi, j'en fais pas une grosse news. Je suis pas capable, tu vois, d'en extraire plus de l'info que de ce que je lis là, quoi. Je suis pas capable d'aller voir plus loin, tu vois, quand on parle des titres, des machins. Comme je disais la dernière fois, ils possèdent 8% de... L'Arabie Saoudite possède 8% d'actions. Et je me rends compte que c'est beaucoup, parce que c'est 1 milliard qu'ils ont versé, donc c'est beaucoup. Mais je suis pas capable de dire si c'est... à quel point c'est beaucoup, en fait, à quel point ça peut peser dans les décisions d'une entreprise, etc. Là, tu vois, 50 et quelques pourcents, j'ai pas besoin de savoir comment fonctionnent ces grands groupes pour me dire, là, c'est beaucoup. Là, clairement, le mec, il va pouvoir décider des choses, sachant que... alors, je sais plus si j'ai le titre, mais c'est Sébastien Bolloré, donc qui prend, c'est les fils Bolloré, qui prend la direction, en fait, de l'Odette, donc il a holding qui coiffe les deux groupes, donc qui coiffe le gros truc, quoi. J'ai lu un peu, c'est un truc monstrueux. C'est-à-dire que l'Odette, ils ont quasiment aucun endettement, ils ont un résultat net de 20 milliards d'euros, enfin ils ont une force de frappe nucléaire. Voilà, donc ces gens-là, je sais pas comment ils peuvent se comporter, tu vois. S'ils ont un salaire fixe, faisons les gens, les bobos de gauche excités, il a une rémunération fixe de 800 000 euros bruts, ainsi qu'une part variable qui pourrait être équivalente. Je sais même pas ce que ça représente en salaire, c'est monstrueux. Bon, il a sûrement les compétences qu'il faut. Mais quand même, 800 000 euros bruts, alors ça doit être annuel, hein. Ça reste quand même monstrueux, quoi. Enfin voilà. Donc ça bouge dans le monde, dans le secteur ludique. Ça bouge à tous les niveaux. On a vu la fermeture d'Oz Éditions, la prise de participation de plus en plus prégnante de l'Arabie Saoudite, les grands groupes qui se font des OPA sur la gueule parce que Hachette, c'est une mine d'or quand même. C'est la seule boîte de comment ça s'appelle, de Lagardère qui rapporte, enfin c'est la branche qui rapporte max de pognon. Donc ça secoue et finalement on n'est jamais informé de tout ça, on n'a jamais tous les éléments pour essayer d'avoir un avis critique sur ces éléments qui peuvent être positifs. Hein. Moi je présente un peu négatif parce que selon moi ça l'est, mais potentiellement on pourrait me dire mais non en fait tu te rends pas compte, c'est génial, grâce à ça on va pouvoir produire plus de jeux moins cher, tout le monde va être gagnant. J'y crois pas. Hein. Spoiler alert, ça va pas être ça.